je lui donne 2-3 secondes et puis après je commence. Président de SOS Racisme, et qui pour son actualité, c'est deux choses. À la fois sa réaction, et je crois qu'il faudra en parler un peu plus tard, à la décision de la Cour de cassation sur Zemmour par rapport à ses propos antisémites. Deuxième, et c'est ce qui va permettre au débat de démarrer sur des conditions assez, disons, polémiques, c'est sa prise de position contre l'interdiction de l'abaya. On y reviendra. Yanis Roder, qui est donc au comité, je ne me trompe pas, directeur de l'Observatoire d'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Alors c'est Monsieur Éducation à la Fondation Jean Jaurès, il a écrit de nombreux livres, Allons enfants de la République, École et laïcité, et un livre qu'on m'a offert à mon départ à la retraite, puisque je viens de prendre ma retraite de l'enseignement de l'éducation nationale il y a quelques temps, Mission, un prof, mission impossible avec un point d'interrogation. Le suivant, excusez-moi, je n'ai pas fait par niveau paritaire, j'aurais dû dire. Alors Philippe Guittet, qui est lui membre d'Action République, comité d'Action République, qui lui, laïcité, pardon, faut que je relise. Alors, ancien prof d'économie et de gestion, et ancien proviseur, et il a animé un colloque il y a quelques années, en 2019, sur l'école laïque. Juste deux phrases qui me tient à cœur en tant qu'ancien professeur des écoles instituteur. Sans l'école de la République, pas de citoyens. Sans citoyens, pas de République. Notre invitée, la seule invitée féminine, est désolée pour ce manque de parité. Alors Stéphanie Rosa, je tiens à l'applaudir chaleureusement parce que c'est la deuxième intervention. Elle est venue directement dans notre atelier pour présenter ses livres. Et elle est là, et je tiens par cette chaleur, et vraiment c'est très très bien. Je ne vais pas citer tous ses livres puisque Marine, qui aurait dû être là, Marine Rosset, notre collègue, aurait dû le faire. Mais juste un livre, La gauche contre les Lumières. Notre camarade Sarah Proust et Luc Roussy, dans une émission Les médias des idées, vous aviez dit que la gauche d'aujourd'hui, n'est plus encore avec nos valeurs universalistes, et on voulait ça vous exprimer là-dessus. Enfin, le maire du 18e, mon maire, le maire du 18e arrondissement, Éric Lejoindre. Alors, il est maire d'un arrondissement qu'il a l'habitude de dire qu'il a une spécificité, non seulement à cause des origines diverses de sa population, mais pas que cela. Il est aussi au contact avec comment défendre la République au quotidien. Et en particulier, je lui laisserai la parole pour relater une expérience qu'il a menée au sein des établissements du secondaire dans l'arrondissement du 18e. Voilà, je laisserai l'exprimer. Après la présentation des débats, très rapidement, il m'est impossible, en cette rentrée scolaire, de ne pas aborder le sujet de l'abaya. On va essayer de le dépasser très rapidement, mais on est obligé d'en parler. Est-ce une mesure discriminatoire? Est-ce une mesure qui est là, et tout le monde en est conscient, pour détourner la véritable attention du public par rapport au manque de moyens des profs, alors manque de formation, ou bien, ou en un mot, c'est une mesure discriminatoire et raciste, ou bien, c'est une mesure qui permet aux chefs d'établissement du secondaire, mais pas que, eh bien de lever le flou, si flou il y avait, et je laisserai les invités s'exprimer là-dessus, par rapport à l'interprétation de la loi 1904, par rapport aux signes religieux ostentatoires. Alors, mais par-dessus, c'est au-delà de cette 2004, qu'est-ce que j'ai dit? 2004 ou 1905. Voilà, j'ai dit, alors 2004, toutes mes excuses. En tout cas, chose est sûre, c'est que par-delà ces deux dossiers, je pense qu'il va falloir qu'on parle vraiment de cette fracture, non seulement d'une partie de la population, et en particulier de la jeunesse, vis-à-vis de nos valeurs républicaines. Il y a une valeurs républicaines qui sont considérées par une partie de la jeunesse comme ringardes, obsolètes. Alors du coup, il y en a qui s'en désintéressent complètement. Ou bien,
certaines parties de la jeunesse adoptent ce qu'on appelait, ce qu'une de nos philosophes, sociologues, a qualifié de halal way of life. J'aimerais bien qu'on y revienne. Florence Bergeau-Blaquer, ma femme m'engueule toujours à cause du fait que je prononce mal les noms de famille. Et est-ce que cette jeunesse, eh bien la République française, l'école française n'a pas failli? Est-ce qu'on ne donne pas à nos profs cette mission qu'on leur dit aujourd'hui impossible? Voilà, je vais commencer le débat. Alors, je vais faire du titre de manière très provocateur et je m'en excuse auprès du président de SOS Racisme. C'est pas moi qui en ai le titre, j'aurais voulu un autre titre. Touche pas ma laïcité versus touche pas mon pote. Alors, bon, d'abord bonjour à toutes et à tous. Alors il faut que je parle aussi de Zemmour et la décision de la Cour de cassation ou pas? Parce que tu m'as lancé dessus tout à l'heure, donc je sais pas. On commence par la Baïa. D'accord, alors bon, je vais bien donc commencer par la question de la Baïa. Donc moi j'ai pris une position critique de la décision, de la circulaire de Gabriel Attal. Je tiens à dire que nous sommes favorables à la loi de 2004 et à l'interdiction des signes religieux ostensibles au sein du milieu scolaire. Pour les élèves, pour les enseignants, c'était déjà réglé depuis très longtemps avant cette loi, évidemment. Alors pourquoi une position critique? Parce qu'en fait, si on prend la loi de 2004, il y a une interdiction des signes religieux ostensibles et on peut dire qu'il y a toute une série de signes ou de vêtements qui vont être considérés comme étant automatiquement religieux, kippa, une croix ou un voile. Et qu'ensuite on a des signes ou des vêtements qui peuvent avoir des significations ambiguës selon les cas, où là il faut contextualiser pour savoir si effectivement nous sommes sur un signe ou un vêtement qui a une dimension religieuse. Donc on regarde les propos de l'élève, on demande s'il va enlever ce vêtement pendant les cours de sport, etc. Bon voilà, il y a toute une série d'éléments qui permettent de trancher, de prendre des décisions, et d'ailleurs c'est ce qui se passait sur notamment la Baïa ces derniers mois, puisque c'est un phénomène qui récemment s'est beaucoup développé, notamment lors de la dernière année scolaire. Et il me semble que cette interdiction générale est une interdiction qui met le doigt dans un engrenage qui peut être très vite extrêmement problématique. Parce que si des vêtements à la signification ambiguë commencent à être interdits de façon générale, en fait, c'est quoi le prochain? Et le prochain, et le prochain. Et on peut aller très très loin. Et je me dis d'ailleurs qu'on nous place dans une situation d'impossibilité qui peut-être fera dire, avec encore plus de force dans les semaines à venir, que la solution, c'est l'uniforme. Puisqu'on ne s'en sort pas finalement, eh bien puisqu'on ne s'en sort pas, allez hop, uniforme, et comme ça au moins, il n'y aura pas de problème. Donc moi je pense qu'on met le doigt dans un engrenage problématique. Le deuxième élément, c'est les conditions dans lesquelles ça se fait. Et en 2004, la loi a été prise suite à la commission Stasi. Pour ceux qui se souviennent de cette commission, le niveau des débats, la qualité des débats, j'allais dire l'approfondissement, la réflexion, la sympathie vis-à-vis des élèves qui allaient être touchés. Là, défis, provocations, etc. Pas un mot de sympathie pour les élèves, pas un mot d'empathie. C'est comme ça, c'est pas autrement, dans quelque chose qui apparaît quelques jours avant la rentrée, dans une forme de rappel à l'ordre. En fait, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce qu'en fait, on ne peut pas traiter les gens comme ça. À un moment donné, bon, encore une fois, moi je suis contre les signes religieux à l'école, et par ailleurs je suis athée, les religions ça a plutôt tendance à me gonfler, très fortement, bon voilà, mais en même temps, est-ce qu'on peut, j'allais dire, avoir des débats qui soient, j'allais même dire, dans une certaine forme de douceur, dans quelque chose qui est de l'ordre, j'allais dire, d'un propos qui soit un propos un peu complexe, où on entend, par exemple, on peut demander un effort à des élèves. C'est pas compliqué de le dire, ça n'est même pas dit. Et donc, il me semble qu'on est quand même sur le fond par rapport à ce que je disais, parce que je crains que nous mettions le doigt dans un engrenage compliqué, et sur la forme, dans une mesure qui me semble très contestable. Autre élément que je voulais dire, au-delà
contre l'interdiction, c'est que, de façon plus générale, ce que je constate à travers ce débat, c'est quand même un effondrement des conditions du débat public. Moi, j'ai regardé comment les choses sont déroulées. Je m'avais été sur des plateaux, enfin sur un plateau notamment, qui était absolument terrifiant, parce qu'on est souvent coincé entre des gens qui, pour moi, surfent quand même sur des peurs, et de l'autre côté, dans une partie de la gauche, des gens qui vont surfer sur les colères. Et là, évidemment, c'est très problématique, parce que si on est d'une gauche qui veut se faire entendre, reprendre pied, eh bien, on ne peut pas être à la remorque de celles et de ceux, qu'ils soient dans la majorité ou dans des partis de la gauche, qui en fait viennent surfer sur les passions et parfois sur les mauvaises passions. Et je pense qu'au-delà de savoir si on est pour ou on est contre cette décision, c'est aussi d'élever le niveau du débat, de dire quels sont ses pièges, de déplacer aussi parfois un peu le débat. Par exemple, ces abayas et ces camis, on nous dit que c'est dans 150 établissements. Quels sont ces établissements ? Que ça se concentre dans ces établissements. Quels sont ces établissements? Est-ce que c'est des établissements, par exemple, plutôt ghettoisés, dans lesquels il y a une sorte de bricolage identitaire? Ça, c'est intéressant. Parce que qu'est-ce qu'on fait alors par rapport à ça? Parce que vous remarquerez qu'il n'y a pas vraiment eu, d'ailleurs, de diagnostic partagé, de discussion, de vouloir entraîner les gens vers, comment dire, une solution, qu'on dirait, bon, finalement, c'est le bon équilibre. Et donc ça m'inquiète beaucoup, et je pense que peut-être que la gauche doit aussi apprendre à ne pas simplement réagir aux mesures qui tombent comme ça, mais à être capable de décaler le débat et de l'élever quelque peu. Alors justement, nous sommes politiques, avec Éric Lejoine, mais nous, on veut entendre vraiment la parole des intellectuels. Alors on va donner la parole à la controverse, Yanis Roder, et puis aussi peut-être Stéphanie Rosa. Et puis après, on parlera aussi, bien entendu, avec Philippe Piltet, ou tu veux, si vous, on prend dans l'ordre que vous désirez. Yanis. Merci beaucoup. Alors, moi j'entends bien les craintes de Dominique Sopo, et les difficultés qui se posent aujourd'hui dans les établissements scolaires sont réelles, puisque depuis le début de la semaine, ce sont plus de 1000 jeunes filles, ce sont les chiffres du ministère, plus de 1000 jeunes filles qui se sont présentées avec aujourd'hui ce qu'on appelle des vêtements non conformes, et quelques dizaines ont refusé de les enlever. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, au jour d'aujourd'hui, la mesure voulue par le ministre de l'Éducation nationale, eh bien, semble fonctionner, puisque les jeunes filles, d'une manière générale, enlèvent les abayas et acceptent d'entrer dans les établissements scolaires en ayant enlevé les abayas. Alors, d'autre part, on peut discuter sur la temporalité, c'est-à-dire sur le fait que le ministre a décidé finalement de prendre cette décision pour la rentrée scolaire. Mais il faut aussi regarder dans le passé, Dominique l'a dit, cela fait à peu près 18 mois que l'abaya est apparu en nombre en réalité. Quand je dis en nombre, il ne faut pas se fier à ce que j'ai encore entendu ce matin sur France Info, où on nous dit que tout ça pour 298 cas lundi. Oui, mais enfin lundi c'était le premier jour de rentrée, sont entrés une partie des élèves. Il faut voir sur la semaine. Sur la semaine, on est à plus de 1000. C'est ça qui est important. Et surtout, il faut voir ce qui se passait l'an dernier. Vous aviez des établissements, à peu près 150 effectivement, qui étaient des abcès de fixation. Mais les abayas étaient présents dans bien plus d'établissements que cela. Bien plus. Et des établissements qui étaient des abcès de fixation, comme par exemple dans une ville de la banlieue lyonnaise, pour en avoir discuté avec le proviseur, lui devait faire face à 150, 180 abayas dans son établissement scolaire. Ce qui signifiait également cette présence des abayas en cours de 5, 6, 7, 8 jeunes filles habillées comme cela en cours, qui, ne serait-ce que parce qu'elles étaient habillées comme ça, faisaient pression sur sur les professeurs, et certains ont témoigné, d'autres d'un autre lycée de Lyon avec qui j'ai pu discuter, témoignaient de la tension que cela faisait régner en classe, et témoignaient aussi des pressions qui étaient exercées sur les autres élèves qui étaient identifiés ou vus comme appartenant éventuellement à cette communauté religieuse.
Excuse-moi de vous couper, Tarek Oubrou, le grand imam de Bordeaux, souligne pourtant le caractère non religieux de l'abaya. Il s'agit d'un vêtement culturel, dit-il, devenu une mode sur YouTube. Ok, bah oui. Mais vous savez, les autorités religieuses disent ce qu'elles veulent et elles n'ont pas à dire à l'État ce qu'il doit penser et ce qu'il doit dire. C'est le principe même de 1905. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, si on lit attentivement ce qu'a dit le CFCM, le Conseil français du culte musulman, sur l'abaya, il dit que ce n'est pas un vêtement religieux. Mais il dit en réalité, le CFCM, qu'il n'y a pas de vêtement religieux. Le voile n'en est pas un non plus. Personne ne discute aujourd'hui le fait que, enfin si à part Jean Bobéro, mais personne ne discute le fait que la loi de 2004 demande d'enlever le voile à l'école. Donc on est dans une situation, si vous voulez, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui aujourd'hui montre que dans certains quartiers, et là je rejoins tout à fait Dominique, il y a une vraie question à se poser de mixité sociale, de mixité géographique, de recrutement des établissements scolaires, parce que certains établissements scolaires se trouvent dans des écosystèmes où il y a une pression très forte qui arrive jusque dans le lycée, l'école étant l'interface en quelque sorte entre l'écosystème local et la République. Finalement, l'école se retrouve sous pression. Et évidemment, les identitaires, ou plutôt je vais l'appeler les entrepreneurs identitaires et religieux, ont tout intérêt à fracturer l'école et à utiliser ces jeunes filles, à utiliser ces jeunes garçons pour justement fracturer l'école et fracturer l'outil qu'est l'école, c'est-à-dire l'outil d'émancipation qu'est l'école. Il ne faut surtout pas, disent-ils et pensent-ils, il suffit d'écouter TikTok, il suffit de regarder TikTok. Il ne faut surtout pas que ces jeunes filles, mais aussi ces jeunes garçons, soient happés par les valeurs occidentales et finalement qu'ils quittent le giron communautaire et religieux. Et c'est ça qui se joue aussi à travers l'abaya. Et en même temps, et dernier point, et je cède la parole, moi je suis enseignant, comme Dominique d'ailleurs, je suis enseignant et j'avoue que j'ai un peu de mal avec cette contradiction qui fait que je ne cesse d'enseigner l'enseignement moral et civique, et dans l'enseignement moral et civique, l'égalité femmes-hommes, et que je me retrouve dans la cour avec des abayas qui sont exactement le contraire. Alors, parlons de l'école, est-ce que... Philippe, alors, juste une question, est-ce que l'école est capable de concurrencer TikTok aujourd'hui? Et le réseau? Oui, pour l'instant, enfin, on est dans la même situation, en tout cas, on est dans la même situation qu'en 2004. C'est-à-dire, pour les chefs d'établissement, la situation s'est reproduite. On avait attendu, après le Conseil d'État, on avait attendu qu'il y ait une loi. Cette loi a été faite. D'ailleurs, je salue SOS Racisme qui, à ce moment-là, avait participé, comme Ni Pute Ni Soumise, comme d'autres, à la création de cette loi, mais cette loi prévoyait qu'il y ait des possibilités de contournement. Et on ne parlait pas, en effet, dans la loi de signes religieux. On parlait du fait que les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et comme tu le dis, le voile n'est pas forcément considéré par les musulmans comme religieux, mais on manifeste une appartenance religieuse. J'aimerais bien... certains ont eu du courage pour faire un certain nombre de choses. Il faut rappeler Jean Zay qui a interdit les signes religieux et politiques en 36-37. Je crois que c'est à lui qu'on doit se référer. Je pense que c'est ça qui doit être fait. Je voudrais vous relire du Condorcet. Je suis moins bien placé que ma voisine, mais il disait dans les 5 mémoires sur l'instruction publique: l'éducation a pour principal objet de corriger l'inégalité des conditions en offrant à tous la même possibilité d'excellence. En offrant à chacun la capacité de juger de la valeur ou de la vérité des opinions, y compris celle du milieu où il est né, en enseignant non pas le contraire de ce que l'on voudrait combattre, mais le moyen de se soustraire à la tyrannie des opinions auxquelles on n'aurait pas souscrit librement. Je crois que ça reprend exactement ce qu'a été la constitution de l'école publique laïque, dès avant même la loi de 1905, c'est-à-dire la soustraire aux influences religieuses, aux influences politiques, aux influences en général qui sont présentes. Alors je crois en effet, je terminerai là-dessus parce qu'on a parlé des jeunes, je crois que ça va être difficile de convaincre les jeunes qui croient que la loi de Dieu est plus forte que la loi de la République, ça c'est difficile. En revanche, je crois qu'on peut convaincre tout un tas de jeunes
qu'on peut convaincre tout un tas de jeunes qui ont d'autres positions que celle-là, des jeunes qui pensent qui ne comprennent pas la laïcité, qui confondent la laïcité et la tolérance œcuménique, qui pensent qu'il faut être tolérant avec les religions, etc. Donc ils ne comprennent pas ce que veut dire la laïcité véritablement. Et c'est là où est le vrai problème. Je crois que c'est ces jeunes qu'il faut convaincre que la laïcité, c'est pas la tolérance entre différentes religions, mais la laïcité, ça permet l'émancipation, ça permet l'émancipation à l'école, et donc il faut que l'école soit complètement à distance de la religion et des politiques en général. Voilà. Je vais me permettre une question, Stéphanie Rosa, pardon. C'est une philosophe a parlé du poison, du ressentiment, Cynthia Fleury, par rapport à l'échec que se retrouvent ces jeunes et qui en sont bien entendu après happés, attirés par différents mouvements extrémistes via les médias. Et vous semblez être très dur par rapport lors de votre livre, par rapport à la position de la gauche qui elle, doit se coltiner le quotidien au jour le jour. Et est-ce que il faut maintenir et comment ces valeurs de la République chevillées à notre corps? Et on espère qu'un jour la laïcité sera aussi au fronton de nos républiques, mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui, avec les moyens qu'on nous donne, de défendre, de remplir cette mission? Je voudrais dire trois choses. La première chose, c'est, à mon sens, dire que l'abaya est un vêtement ambigu, c'est ne pas comprendre ou ne pas faire semblant de ne pas comprendre ce que c'est que l'islamisme. Parce que c'est un vêtement qui est apparu, qui vient d'Arabie Saoudite, qui n'est pas un vêtement traditionnel des différents pays de culture arabo-musulmane, qui a été envoyé dans les autres pays. Par exemple, en Algérie, il a commencé à apparaître dans les années 90, et en fait, ça a correspondu à une radicalisation religieuse et politico-religieuse des femmes. C'est-à-dire que d'abord, il y avait le fichu traditionnel, ensuite il y a eu le hijab, ensuite il y a eu l'abaya, ensuite il y a eu le niqab. Donc en fait, ça correspond à une stratégie tout à fait, consciente des mouvements islamistes, et ils se servent en fait des jeunes femmes comme des béliers pour aller attaquer en fait la République et attaquer l'égalité homme-femme, parce que c'est vraiment ça qui se passe. On voit des jeunes femmes arriver dans des vêtements qui dissimulent leur corps de femme, parce que le corps des femmes doit être dissimulé dans l'espace public. C'est quand même ça le sens de l'abaya. Et quand on nous dit que l'abaya est un vêtement ambigu, mais les 9/10 des gamines qui portent l'abaya dans le lycée, elles sortent du lycée, elles mettent le voile sur la tête. Donc de quoi on parle en fait? On fait semblant de ne pas comprendre. Et le fait que tout un tas de jeunes filles aient dit mais non, c'est pas un vêtement religieux, c'est pour cacher mes formes, je ne sais quoi, etc. C'est la preuve que derrière, il y a des militants qui leur ont dit de faire passer le message. Mais c'est une façon, c'est une façon de prendre les gens pour des imbéciles. Et donc moi je pense qu'on ne doit pas se laisser prendre pour des imbéciles. Ça c'est la première chose. On doit voir que derrière cette abaya, il y a une stratégie politico-religieuse. Il y a des forces politiques qui veulent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le contrôle sur les communautés musulmanes. Ils veulent le pouvoir là où c'est possible dans les pays arabo-musulmans, et ils veulent le contrôle sur les communautés musulmanes, et ça passe par le contrôle du corps des femmes. Et moi, la raison principale pour laquelle je suis pour cette interdiction, c'est que je pense qu'il faut protéger les jeunes filles qui viennent de ces quartiers-là, qui viennent de milieux musulmans et qui ne veulent pas porter l'abaya, qui ne veulent pas porter le voile. Pour elles, interdire à l'école, c'est une façon de les aider dans leur résistance. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas s'en tenir là, c'est-à-dire qu'on doit lutter contre les discriminations, c'était le sujet de notre débat. Lutter contre les discriminations, ça doit passer par lutter contre toutes les discriminations, et bien évidemment, un des terreaux de l'islamisme, c'est l'exclusion sociale. Donc il faut revenir, à mon avis, il faut revenir au vrai sujet. Il faut être ferme sur la question de l'abaya parce qu'on en a besoin, mais il faut aussi être ferme sur l'égalité sociale. Et donc il faut être ferme sur les moyens donnés à l'école. Notre école de la République, elle est en crise profonde, c'est une catastrophe. On a une crise de recrutement, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'enseignants, et du coup ça veut dire que le niveau du concours il baisse, et que donc les enseignants qui sont recrutés, malheureusement, ils n'ont pas le niveau des enseignants d'il y a 15 ou 20 ans. Donc on a des enseignants qui ont un niveau de plus en plus faible, on a des absents qui ne sont pas remplacés pendant des semaines, des mois. On a en plus du coup, comme l'éducation nationale ne veut pas résoudre ces problèmes, elle ne veut pas mettre d'argent, et bien finalement on ne fait plus redoubler personne, on fait passer les gens de classe en classe, les exigences scolaires elles se cassent la figure,
voitures, le bac, je suis désolée, je suis une ancienne enseignante moi aussi, on le distribue et du coup il y a une énorme arnaque sociale, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes qui sortent de l'enseignement secondaire, qui n'ont pas la formation qu'il faut, qui ne sont pas formés comme il faudrait, et donc tout ça c'est un scandale de l'égalité sociale en fait, et là-dessus il faut être intraitable. Là où les macronistes ils sont, sont des hypocrites, c'est qu'ils prétendent s'en prendre à la Baïa défendre l'école de la République, mais en fait en même temps ils la démolissent. Donc il faut tenir les deux bouts, il faut tenir ensemble le combat laïque et le combat social, et pour moi c'est indispensable. Et la dernière chose, c'est ce que je voulais dire par rapport à la gauche. Si on veut être crédible dans la lutte contre l'extrême droite blanche, le Rassemblement national, il faut être clair sur l'extrême droite musulmane. Là aussi, il faut tenir les deux bouts. C'est-à-dire qu'une gauche qui se contente de crier sur l'extrême droite, de traiter de fachos les gens matin, midi et soir, et qui n'a pas un mot à dire contre l'extrême droite musulmane, contre l'islamisme, qui ne le dénonce pas, qui n'explique pas comment ça marche, et qui n'explique pas qu'en fait, ce sont deux extrêmes droites qui s'alimentent l'une l'autre, en réalité, qu'à chaque fois que l'extrême droite musulmane fait une provocation, ça profite au Front National, qu'à chaque fois que le Front National fait une provocation, ça profite aux islamistes, et qu'on est dans ce cercle vicieux. Tant qu'on ne dit pas ça clairement, on ne réglera pas les problèmes et on ne joue pas notre rôle en tant que mouvement d'émancipation. Voilà ce que je voulais dire. Il y a une question sur... je vous laisse la question et ensuite on reprendra Monsieur Lejoindre. D'accord, mais allez-y, je vous en prie, madame. Merci. Alors, Delphine Pilena pour le 5e arrondissement. Moi, je suis d'accord pour l'interdiction de la baïa. Je pense que c'est important pour les professeurs et pour les jeunes filles, etc., qui ont du mal à ne pas avoir une pression sociale, familiale pour s'émanciper. Mais je pense que dans le même temps, il faudrait donner une contrepartie importante. Et moi, je trouve que la contrepartie que le Parti socialiste pourrait donner, c'est la question j'ai le mot qui me manque, mais des contrôles aux faciès. Donc, ok pour interdire la baïa, mais ok aussi pour interdire les contrôles aux faciès. Alors, puisque vous avez parlé de politique et de politique municipale, je vais laisser la parole à Monsieur Lejoindre. Merci Ariel, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être présent. J'ai une particularité finalement par rapport à vous, c'est que je suis le seul à n'avoir aucun lien avec l'éducation nationale. Ce qui ne m'éloigne pas de beaucoup des sujets, mais ce qui me donne peut-être une approche aussi un peu, non pas différente, mais un peu à côté. J'ai été élève, et je suis parent d'élèves. Je suis parent d'élèves des écoles publiques en REP du 18e arrondissement. Comme ça, j'évacue cette question directement, mais je vais y revenir parce que je pense que finalement, on fait beaucoup de statistiques sur les questions de communautarisme, sur les questions de laïcité, on a raison. On est un pays qui proclame souvent très fort, et il faut le proclamer, mais plus on proclame martialement des valeurs, plus il faut veiller à les respecter. Et moi, ce qui me frappe le plus de toute cette séquence, mais vous l'avez dit les uns et les autres, elle est à l'issue d'autres séquences, c'est qu'il y a une seule statistique dont on n'entend jamais parler. Or pour moi, c'est la seule qui compte. Dans combien d'établissements scolaires de la République nous ne serions pas prêts à mettre nos propres enfants? Et tant qu'on accepte qu'il y ait des établissements scolaires dans lesquels nous ne metterions pas nos enfants, alors on proclamera autant qu'on voudra. Toutes les valeurs, il faut le faire. Parce que l'approche, elle doit être cumulative, c'est pas l'un ou l'autre. Mais tant qu'il existera massivement sur ce territoire des quartiers où on n'irait pas habiter et des établissements scolaires où on aurait l'impression de faire le mal de nos enfants en les y mettant, alors nos proclamations, elles paraîtront un tout petit peu vaines. Et si on ne met pas au cœur de la question, mais pas à côté, au cœur, au centre, la question de la mixité scolaire et la question de la mixité sociale, alors en réalité, on aura en permanence, aujourd'hui autour de la religion musulmane, avant sûrement autour d'autres questions, ensuite si c'est plus la religion musulmane, ce sera encore autre chose, on aura en permanence des attaques, parce que en réalité, le système ne permet pas l'ouverture que la République devrait ouvrir à tous ses enfants. Il n'est pas normal qu'on puisse être ministre de l'Éducation nationale et qu'on puisse se coucher le soir tranquillement tant qu'il existe encore une école où on ne mettrait pas ses enfants. Moi,
pense que c'est ça qu'il faut dire parce que je sais qu'on a les réponses et que c'est la gauche qui a ces réponses-là. Et on est dans le 10e arrondissement, donc comme on a travaillé beaucoup avec Alexandra Cordobar quand on était adjointe à la maire de Paris en charge de l'école, ces questions de mixité scolaire, je sais qu'on sait faire. Aujourd'hui, dans le 18e, moi je peux dire aujourd'hui dans le 18e que c'est depuis 20 ans que la gauche est vraiment en responsabilité dans le 18e, il reste une école et un collège où je ne mettrai pas mes enfants. Alors c'est trop, mais il y a 20 ans, il y avait des dizaines d'écoles et au moins 4 collèges où j'aurais refusé de mettre mes enfants. Donc je sais qu'on sait faire, on sait répondre à cette question. Mais si c'est pas cette question-là qu'on met au centre du débat public, alors vraiment, je crois qu'on passe à côté. Et c'est difficile de justifier, d'interdire telle ou telle démarche. Il faut le faire. Il faut interdire. Moi, je suis très favorable à ce qu'on interdise l'abaya à l'école, mais je suis sûr que dans 10 ans, il y aura autre chose et qu'on interdira autre chose si on n'a pas répondu au fond du fond à la question qui se pose. Est-ce qu'on peut se proclamer républicain si on accepte qu'il y ait des territoires de la République où on n'irait pas habiter? Est-ce qu'on peut parler d'une école républicaine si on constate qu'il y a des écoles où on n'irait pas? Et donc, je crois que c'est Najat Vallaud-Belkacem qui l'a proclamé assez fortement à l'université d'été du MEDEF il y a quelques jours. Si on ne met pas la question de la capacité de tous nos enfants à apprendre ensemble au centre du débat, alors on est à côté de la plaque. Et en réalité, quand on répond à côté de la cible, c'est pas la cible qui bouge, hein. C'est la réponse qui est à côté de la plaque. Est-ce que vous pouvez exprimer, présenter, avant que je donne la parole à Philippe, de l'expérience Codebox, mais vraiment en deux minutes? Alors, oui, parce que c'est bien de poser les constats, il faut essayer d'apporter des réponses. Il n'y a pas de réponse uniforme à la question de la mixité scolaire dans les établissements, parce que les quartiers ne sont pas uniformes. Il s'avère que dans le 18e arrondissement de Paris, mais dans le 19e aussi, avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, et avec à l'époque Alexandra Cordobar et maintenant Patrick Bloch, on est dans un territoire qui est en fait relativement mixte. Et donc nous avions dans le 18e 4 collèges, 2 extrêmement ségrégés, enfin 4 collèges, tous les 4 extrêmement ségrégés en réalité, 2 très favorisés et 2 beaucoup moins favorisés, qui sont très peu distants en distance de parcours. Et donc, à l'initiative, sous la pression à l'époque de Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre, et qui voulait absolument marquer, avoir des résultats en matière de mixité, le rectorat a mis des moyens, nous a permis de mélanger les 4 secteurs concernés. Et donc, de 4 collèges ségrégés, on a fait 4 collèges moins ségrégés. Et ce qui est le plus intéressant dans cette politique, parce que c'est pas une expérimentation, on n'expérimente pas avec les enfants, c'est qu'on a regardé les résultats au brevet des 4 secteurs avant qu'ils soient mélangés. Et le plus intéressant, c'est que bien sûr les résultats au brevet des collèges les plus socialement défavorisés ont massivement augmenté, mais la réalité, c'est que les résultats au brevet des collèges des élèves des collèges plus favorisés ont eux aussi gagné des points. Et en réalité, la mixité sociale et la mixité scolaire, c'est une meilleure garantie de réussite des élèves que l'entre-soi, ce qui détruit la République. Ce qui détruit l'école, c'est cette espèce de culte incroyable de l'entre-soi. La peur panique des parents pour l'avenir de leurs enfants les pousse assez naturellement à rechercher cet entre-soi. Si on ne combat pas cet entre-soi, si on accepte qu'il existe des ghettos de favorisés, ou plutôt si on veut supprimer les ghettos de défavorisés, il va bien falloir, à un moment ou à un autre, considérer qu'il n'est pas possible d'avoir des ghettos de favorisés non plus. Parce que, par définition, si on ne détruit pas les ghettos défavorisés, on n'a aucune chance de détruire les ghettos des défavorisés. Et donc, la réussite scolaire, l'ambiance à l'école, le dynamisme des élèves a progressé partout. Et aujourd'hui, on a 4 collèges qui vont tous les 4 mieux. C'est pas 2 qui allaient très mal et qui vont mieux, et 2 qui allaient bien, qui vont toujours bien. C'est 4 collèges, 2 qui allaient très mal et 2 qui allaient bien, qui tous les 4 vont beaucoup mieux. En matière de réussite au brevet, ce qui est un indicateur, en matière d'ambiance aussi, et moi je pense en matière de préparation de ces enfants à la vraie vie à laquelle ils auront à faire face pour la suite. On va revenir, on redonne la parole à Philippe. Je voudrais après revenir avec le SOS Racisme. N'hésitez pas à interrompre le débat en levant la main, de façon à ce que ça soit vraiment participatif. On a un camarade là, on va laisser s'exprimer Philippe et après on passe la parole. Ce ne sont pas deux débats qui sont contradictoires. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est un des principaux enjeux de l'école, c'est
la France est un des pays où l'origine sociale explique le plus les différences de résultats. Tous les sondages de l'OCDE le montrent. Ça ne correspond pas à la promesse républicaine de correction des inégalités sociales, d'égalité des chances, de promotion par le mérite. Donc ça doit être un enjeu essentiel. Ça doit être un enjeu essentiel, pas forcément le seul. Parce que l'école, je pense que l'école doit être réinstituée, il doit y avoir d'autres choses qui doivent passer à travers l'école publique. Mais c'est un enjeu essentiel et bravo pour le 18e arrondissement. C'était un enjeu que le ministre précédent avait évoqué comme étant une de ses perspectives. Zéro à l'arrivée, rien du tout. Rien du tout, Pape Ndiaye n'a rien fait. Et un des autres problèmes, c'est le privé sous contrat. Le privé sous contrat qui, au nom de la loi Germer, du caractère propre, dit nous ne pouvons pas rentrer dans des perspectives de carte scolaire. C'est un vrai problème. Je pense qu'il faudrait supprimer cette loi Germer sur le fait que soit le privé est sous contrat et répond aux mêmes enjeux que le public, ou soit le privé n'est pas sous contrat. Je pense que c'est un enjeu essentiel parce qu'il y a des stratégies de contournement qui se font à partir de ce privé. Alors, c'est pire que ça, ils ont signé avec le privé sous contrat un accord. D'ailleurs, on ne devrait pas signer avec le privé sous contrat un accord, puisque dans la loi de Brest, c'est chaque établissement qui devait être pris en compte par l'éducation nationale. Or, aujourd'hui, c'est les diocésains qui discutent. C'est les diocésains qui discutent de ce que doit être le privé sous contrat. Ils ont dit, oh oui, on va bien accueillir, en fait, ils veulent accueillir les meilleurs boursiers en ayant des subventions supplémentaires pour payer la cantine, etc. Voilà ce qu'est le privé sous contrat. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus actifs pour les faire passer à partir du moment où ils veulent être dans un service public, puisqu'ils sont sous contrat. Ils devraient répondre à des conditions particulières, y compris de carte scolaire et d'accueil de public différents. Voilà, je pense que c'est un vrai débat. On peut aussi utiliser pour l'école, je pense qu'on va avoir des diminutions d'effectifs assez importantes dans l'école primaire et dans les collèges. Je pense qu'il faut diminuer les effectifs, il faut en profiter pour maintenir les enseignants et diminuer les effectifs pour avoir de meilleures conditions d'éducation aujourd'hui. Est-ce qu'on sait s'il n'y a pas eu une fuite des enfants des collèges les plus favorisés justement vers le privé? Alors, on le sait, il y a eu incontestablement une fuite un peu plus importante d'élèves qui auraient dû aller dans un des collèges favorisés vers le privé, mais il y a eu un retour extrêmement massif d'élèves de familles qui fuyaient le mauvais collège vers le nouveau bisecteur. Et donc, en fait, on a réduit la proportion d'élèves quittant le grand secteur vers le privé, même si c'est vrai, en tout cas pendant les premières années, on a vu une fuite plus importante d'élèves qui auraient dû aller dans un des collèges qui était plus favorisé, parce que effrayés par le risque, enfin, ce qu'ils vivaient comme un risque. La réponse à ce risque, elle est en fait assez simple, et c'est là où il faut absolument que l'éducation nationale fasse du sujet de la mixité scolaire et de la mixité sociale le sujet essentiel des 10 prochaines années. Ça a été un espèce de gagnant-gagnant, et il faut que, notamment c'est ce qui s'est passé pour ces secteurs-là, dans les choix des parents, des lycées ensuite, il y ait une sorte de prime quand on accepte de respecter la carte scolaire. C'est normal qu'on soit prioritaire sur les autres pour aller dans les bons lycées du choix. Il faut qu'il y ait des moyens pour faire en sorte que c'est casser des ghettos, c'est passé après des années de ghettoisation. Donc il y a un travail à faire pour faire en sorte que ces publics différents qui ne se croisaient plus se croisent, donc il faut des moyens supplémentaires, et la ville de Paris en a mis beaucoup parce que les collectivités peuvent aussi faire les choses. Et ensuite, il faut avoir une discussion franche, comme vous le disiez, avec les établissements privés. Moi, je suis ni pour ni contre le privé, c'est une réalité. Par contre, je considère que le fait qu'on puisse choisir ses élèves interroge. Il y a des élèves de la République, que les parents choisissent tel établissement, c'est une chose. Qu'on puisse dire non, lui il n'est pas assez bon, ou il n'est pas assez comme ci, ou il n'est pas assez comme ça, donc j'en veux pas dans mon établissement, moi ça m'interpelle. Deux interventions, on va faire rapide, on a 5 minutes. Vas-y, camarade. Merci de me donner la parole. Les femmes sont souvent traitées de bavardes. Je vais essayer de dire vite.
juste quelques mots à propos de la question de la abaya en France. Je crois que c'est un problème social très grave que traverse la France laïque, la France de l'égalité, de la fraternité. Nous n'avons pas de solution immédiate, d'accord? Empêcher ses filles d'aller à l'école, ce n'est pas le principe de Jules Ferry. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'abord, c'est poser les questions profondes pour comprendre ce phénomène. Certes, certaines jeunes filles sont manipulées, comme l'ont été d'autres jeunes filles dans d'autres espaces musulmans qui étaient calmes, soumis au Maghreb au moment de la montée de l'islamisme, qui était devenu un syndrome armé. Ce n'était plus une question d'accoutrement ou de déguisement. Ce qu'il faudrait faire, c'est comprendre d'abord que ces jeunes filles et ces jeunes gens qui maintenant se baladent en Ramis à l'école laïque de Jules Ferry, l'école des égalités, eh bien, pourquoi le font-ils? Ils le font parce qu'ils se disent, nous sommes français. Certains sont nés de parents français, de grands-parents français. Certains vous diront, nos grands-parents ont combattu pour la France. Mais nous sommes exclus. Nous ne sommes pas vus comme des franco-français. Ça me rappelle les cartes d'identité de la France coloniale qui avait inventé cette binarité franco-musulman. Alors que certains citoyens voulaient être français à part entière. Alors ces jeunes gens se mettent sous les feux de la rampe parce qu'au départ, ils ont compris qu'ils étaient invisibles, exclus. Que certains émergeaient par le spectacle ou par peut-être une réussite sociale. Il faudrait redonner à ces gens, j'allais dire, une confiance et leur dire, vous êtes français, vous l'êtes, travaillez, allez à l'école, ne devenez pas des voyous de banlieue ou des dépravés EES des banlieues, et à ce moment-là, eh bien, vous n'aurez plus à vous faire identifier. Parce que, sincèrement, cet accoutrement n'est pas seulement un déguisement, c'est un appel. On peut en parler pendant des heures. Merci. Dernière question. Ouais, comme ça, du coup, après vous aurez la parole. Juste, oui, alors, très rapidement, moi, je suis de la section du 21e arrondissement de Paris. Juste une petite citation de Jean Jaurès, que tout le monde connaît. La République doit être laïque et sociale, mais restera laïque parce qu'elle aura su être sociale. C'est donc à la gauche de ne pas perdre cette valeur, laïque et sociale, et au sein de la gauche, d'abord et avant tout, au Parti Socialiste. Merci. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que la France est plus raciste aujourd'hui que lorsqu'on avait créé tout SOS Racisme? D'abord... Est-ce qu'il y a plus de discrimination, en un mot? Comment dire, premièrement, l'histoire, elle n'est pas linéaire. Moi, je pense que par rapport à 40 ans, il y a eu beaucoup de progrès, et moi, je ne suis pas du tout sur ces discours consistant à dire « Ah, mon Dieu, en 40 ans, rien n'a changé », c'est faux. Il y a l'émergence profonde et robuste de classes moyennes et de classes supérieures issues des immigrations maghrébines et subsahariennes. Il y a, dans la vie politique, l'émergence de responsables qui sont issus des différentes immigrations et notamment des anciennes, des anciennes colonies. Donc en fait, il y a des progrès substantiels qui ont été faits. Je dis d'autant plus que ceux qui disent que rien ne change jamais, dans ce cas-là, c'est pas la peine de lutter si rien ne change jamais. Ou alors il faut tout casser. Et c'est profondément, d'abord c'est dégueulasse pour les gens qui depuis 40 ans militent, au passage. Il y en a même qui disent que depuis le temps des colonies, rien n'a changé. Et ben, c'est sympa pour vos grands-parents qui ont mis un terme, pour certains d'entre eux, au rapport colonial. Donc les choses, elles changent. Et dire que les choses, elles changent, ça ne veut pas dire qu'on y est arrivé. Je prendrai d'ailleurs une analogie. Il vaut mieux être une femme aujourd'hui qu'à 40 ans dans ce pays, a priori. Pour autant, on remarquera que sans doute, il y a encore quelques horizons à atteindre et que ça prendra encore sans doute beaucoup plus que 40 ans. Donc dire que les choses ont progressé, ça n'est pas être nu du genou en disant
moi, mais vous niez qu'il y a des... Non, pas du tout. Évidemment qu'il y a des problèmes qui sont lourds. Et on parlait tout à l'heure du contrôle au faciès, on aurait pu parler de la mort de Naël, etc. Enfin, il y a des choses très graves qui se passent. Mais on ne peut pas expliquer que rien ne change jamais, d'abord parce que c'est faux. Le deuxième élément, c'est qu'évidemment, l'histoire, elle n'est pas linéaire. Et que ça n'est pas parce qu'il y a des progrès que parfois, on n'est pas dans des situations très compliquées. Nous vivons aujourd'hui une situation très compliquée. On a une extrême droite qui a un niveau absolument spectaculaire. On a une malveillance des discours autour des Noirs, des Arabes, des immigrés qui prennent des proportions absolument stupéfiantes. Alors, à travers le phénomène Éric Zemmour tout à l'heure, t'as vu, j'ai réussi à parler de Zemmour. Le phénomène Éric Zemmour, t'as vu Chapeau. On peut l'applaudir. Le phénomène Éric Zemmour, on aurait dit qu'il y aurait un candidat comme ça qui viendrait réhabiliter Pétain et qui fait 7% des voix à la fin. Alors évidemment, c'est beaucoup plus faible que certains sont. On aurait dit il y a 10 ans, quelqu'un qui réhabilite Pétain et explique que Pétain a sauvé des Juifs dans ce pays va faire 7% des voix à l'élection présidentielle. Je ne suis pas sûr qu'on nous aurait cru si facilement que cela. Et d'ailleurs, même on n'y aurait pas cru. Donc il y a une forte malveillance, les discours extrêmement stigmatisants, même toute une partie de la droite qui est en train de remettre en cause l'état de droit sur l'immigration et la hiérarchie des normes entre l'Europe, la France, etc., parce qu'il faudrait sévir sur la question de l'immigration. Donc on est dans une offensive réactionnaire extrêmement puissante ces derniers temps, mais l'offensive réactionnaire, et souvent ce que je dis à des plus jeunes, c'est l'offensive réactionnaire, ça n'est pas toute l'histoire. L'histoire, il faut aussi la voir, sur une certaine longueur, pour savoir ce que sont les dynamiques, ce que sont les possibilités, où ont été les victoires. Bon, et par exemple, pour finir sur Zemmour, je ferme cette parenthèse sur Zemmour, nous avons réussi effectivement à la Cour de cassation à casser la relaxe qu'il a vue à la Cour d'appel, et qu'il avait déjà eu en première instance d'ailleurs, suite à ses propos disant que Pétain avait sauvé des Juifs français en donnant des Juifs étrangers, ce qui sans doute était une forme d'éthique pétainiste assez particulière, mais ici, évidemment, on voit bien que derrière ce propos, ce qui est visé, c'est la réhabilitation, de l'extrême droite, dans ce cas-là de plus oppressif, de plus dégueulasse, de plus réactionnaire, de plus anti-républicain. Donc on espère qu'il sera enfin condamné lorsque cela repassera en appel. Et dernier élément, sur la question des discriminations, je pense que le jour sera très positif, le jour où les questions de discrimination créeront autant de passion et de mobilisation que les questions d'abaya et de camis, parce que effectivement la République, et c'est, la mission de la gauche d'une certaine façon, il faut la faire vivre. La République, c'est toujours une promesse inachevée. La République a été coloniale, elle a été patriarcale, elle a été antisociale. C'est la gauche qui à chaque fois a su nourrir la République de ses horizons, de ses espoirs, de ses conquêtes d'égalité. Et ces conquêtes d'égalité, il faut les porter fièrement, sinon dans la vague réactionnaire, on sera toujours sur le terrain de l'autre en s'excusant d'être de gauche. Moi, je ne m'excuse pas d'être de gauche, en dire je suis fier d'être de gauche, et ce serait plutôt aux autres de s'excuser, de ne pas comprendre que la gauche est quand même mieux que le reste. Je rigole, mais voilà. Donc, soyons, dynamiques dans ce que nous portons sur l'égalité, sur les questions d'émancipation, et faisons en sorte que tous les enfants de la République puissent se dire, dans ce pays, il y a une place qui m'est faite, et lorsque l'on proclame des idéaux, ces idéaux, ils sont aussi pour moi, et donc je vais les porter d'autant plus que, en fait, c'est ce qui fait aussi mon rapport à l'humanité. Un grand merci à vous cinq. Je rappelle que les universités, c'est vraiment pour échanger et pour nous ouvrir, pour pas rester entre soi, et là on a eu l'éclairage d'intellectuels. Je vous invite à lire les livres de Stéphanie, de Yanis, et puis je pense que tu seras là pour ton match. Merci beaucoup en tous les cas. Et je vous invite à nous rejoindre dans la commission fédérale sur la discrimination. Et je pense...